Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de votre émission Au fil du jour. Nous parlerons cet après-midi de gériatrie ou comment bien accompagner les personnes âgées. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Rafiqa Djemali, auxiliaire de vie, gérante d'un concept de gériatrie Rafiqati, ainsi que Madame Rima Bouyakoub, ergothérapeute. Au deuxième plateau, nous parlerons de mémoire avec notre chroniqueuse Anissa Houssine, qui s'intéresse aujourd'hui à la première femme martyre à la guerre de libération de l'Algérie. Comme je viens d'annoncer au début de cette émission, donc on parlera de la gériatrie, une spécialité qui est très peu développée en Algérie, mais qui commence à se développer. Elle est en pleine croissance, Madame Rafiqa, vous êtes bien d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, comment peut-on accompagner les personnes âgées pour bien rester en bonne santé et plus longtemps, Madame Rafiqa? Déjà, d'abord, il faudrait qu'ils soient bien assistés par des AVS, c'est-à-dire les auxiliaires de vie sociale, formés, d'accord, qui ont l'habitude d'assister et de rester longtemps avec des personnes âgées. Qui dit des personnes âgées, déjà, on parle déjà d'âge. Les personnes âgées, pas spécialement, déjà avant 90 ans, déjà, ils peuvent déjà commencer à avoir la maladie d'Alzheimer, qui a été découverte en 1906 par Alois Alzheimer, qui porte la maladie qui porte son nom déjà. Donc vous pouvez imaginer combien on est loin, très très loin de cette maladie qui fait des ravages dans la société algérienne comme ailleurs. La différence, c'est qu'en Algérie, cette maladie, elle est méconnaissable. Il y a peu de temps, on disait, voilà, ce monsieur, ce voisin, ou ma mère, ou mon père, ils sont âgés, kharfo. Le mot takharfo, ce n'est pas vrai, bien sûr, parce que chacun a son propre diagnostic qui doit être trouvé et perçu par un spécialiste. Nous, notre mission est d'assister, d'accord. Assister, ça veut dire que la personne que nous devons assister, elle est déjà prise en charge médicalement par des spécialistes. L'AVS de Rafiqati est chargée d'administrer le traitement comme prescrit sur chaque ordonnance et par le biais du pharmacien. Donc, c'est très important de donner le traitement à l'heure. Aussi, il faut d'abord, en premier lieu, aimer. Parce que ce travail, c'est une chose qui est innée en nous. Ou on aime les personnes âgées, ou on ne peut pas assurer. Pour ne pas dire, on ne peut pas ne pas les aimer, mais on peut aussi ne pas assurer. Donc, pour assurer, il faut vraiment aimer les personnes âgées. Très bien. Justement, il y a des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées vivent seules et demandent justement un accompagnateur pour justement la prise de médicaments, surtout à l'heure. Il y a la prise de médicaments. Il y a notamment les personnes atteintes d'Alzheimer qui sont aussi diabétiques, hypertendues. Donc, c'est des pathologies qu'il faut prendre au sérieux. Donc, l'AVS doit aussi savoir mesurer la glycémie et administrer la dose qu'il faut d'insuline. Aussi, il y a bien sûr l'entretien corporel, l'entretien de la chambre, l'entretien des lieux, l'hygiène en général. Voilà. Comment prévenir de tout ça? Il faudrait que les parents qui remarquent, que les enfants qui remarquent un changement chez leurs parents, il faut qu'ils soient très attentionnés. Il ne faut surtout pas les abandonner. Vous savez, abandonner son père ou sa mère, ce n'est pas partir et le laisser. Ce n'est pas ça l'abandon. L'abandon, c'est on peut vivre avec nos parents et les ignorer. D'accord? Se dire toujours, oh, nos parents, ils ont vécu leur vie, nos parents, ils sont vieux, on ne fait pas attention à sa maman ou à son père qui perce constamment ses lunettes, qui cherche constamment ses affaires, arriver au point où ils oublient même l'emplacement des sanitaires, ils vont dans n'importe quoi dans la maison pour uriner.
D'accord, ça, on le vit tout le temps. Ils ouvrent des tiroirs, l'armoire, n'importe quoi, mais ils oublient la porte des sanitaires. Justement, on revient sur je rebondis sur cette réponse, Madame El Afiqa, si vous permettez. C'est l'accompagnement psychologique est très important pour ce genre de cas. Il est très important dans le sens où il faudrait d'abord l'entourage avant que le personnel de la FIQATI soit mis en place. Moi, je parle d'une manière générale. C'est pas tout le monde qui a les AVS de la FIQATI. Moi, je lance un appel à tous les enfants de ne pas abandonner leur famille. Parce qu'au début, on oublie que nos parents, ils ont besoin de tendresse, d'affection, d'attention. Il ne faut pas toujours être pris dans le rituel du travail, des corvées de la vie, etc. Et rentrer le soir fatigué, ne pas faire attention à son père qui va mal, se dire dans sa chambre, ouf, il est vieux, il finira par dormir, etc. C'est ça le problème que nous vivons dans la société algérienne. Il faut dire que dans notre société, justement, dans notre société, Madame El Afiqa, qu'on n'a pas cette culture, justement. Pas du tout. On a cette culture d'accompagner nos parents, on ne peut pas les abandonner. Voilà. On est toujours proche d'eux, mais l'accompagnateur vient justement pour soulager ses enfants. Parce que c'est un fardeau. Généralement, généralement, il y a des familles, ils sont bien. Pourquoi? Parce que on trouve parmi les enfants des malades, nous avons une famille magnifique à Hedra. C'est des médecins. Et c'est pas une référence, mais je dirais il y a l'amour des parents. Ils adorent leur maman. Ils font tout pour elle. Ils sont pas spécialisés dans la chose, dans la maladie d'Alzheimer, mais il y a l'amour des parents. Bien sûr. Il faut aimer ses parents, quels que soient ses parents. On n'a pas le droit de les juger parce qu'ils sont vieux. On n'a pas le droit de leur en vouloir parce que vous savez, la rupture finale, qui est la mort, c'est très pénible émotionnellement pour les enfants, quel que soit leur âge. On trouve des personnes à 70 ans, ils pleurent toujours sa maman. D'accord? Alors, on aimerait bien lancer un petit appel. Au lieu d'attendre que les parents soient décédés pour les pleurer, d'accord? Comme je dis toujours, avant que la chaise ne soit vide, faites tout ce que vous pouvez pour vos parents. Si vos parents, ils ont l'Alzheimer, il n'y a pas que l'Alzheimer, il y a toutes les maladies cognitives, tout ce qui touche au cerveau, d'accord? Tout ce qui est neurologique, il est clair, on le voit dans le comportement de nos parents. À ce moment-là, il faut tout de suite emmener les parents chez le médecin, explorer, comprendre pourquoi maman ou papa ils se comportent comme ça, pourquoi cette colère, pourquoi ils veulent. Il y a des gens qui ouvrent la porte et qui disparaissent. Ils disparaissent toute la journée pour les retrouver. Donc encore heureux. Ils se sentent peut-être seuls, même si des fois parfois ils sont entourés. Il n'y a pas cette solitude. Il n'y a pas que la solitude. Il y a aussi que la maladie, comme je viens de le dire, la maladie, elle est directe avec le cerveau. Donc, il y a la confusion totale du cerveau. Le cerveau, il n'est plus comme avant, d'accord? Il est atteint de maladie. Donc, si la maman ou le papa, il ouvre la porte et sort, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait rien. C'est la confusion totale. Après, s'il y a des enfants derrière qui crient après eux, qui ne cherchent pas à les comprendre, etc., bon, notre rôle, on le fait très souvent quand on va chez les familles, on nous appelle, ils nous disent est-ce que vous pouvez vous déplacer pour nous dire ce qui se passe et comment on va faire. Généralement, c'est la détresse totale de la famille parce qu'il y a un malade, ils ne savent plus quoi faire. À côté d'Alzheimer, je voudrais ajouter la maladie de Parkinson. Parkinson, plusieurs pathologies justement. Oui. Surtout ce qui touche à la rigidité des muscles, ce qui rend la personne à moitié autonome et qui risque de perdre toute autonomie avec le temps si la prise en charge n'est pas rapide. C'est-à-dire voir le neurologue, ce que dit le neurologue. Si le neurologue, il renvoie le malade au psy, il faut le faire. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut passer par les kinés pour garder l'autonomie. Évitez de laisser vos parents dans un coin, même s'ils ne se lèvent plus. Même à un moment donné, déjà la vieillesse, elle donne l'anxiété. D'accord?
il y a aussi la déprime qui rentre en considération. Donc, si vos parents ne sortent plus, ne bougent plus, et vous ramenez une assistance et vous dites à l'AVS de garder ce parent dans son lit, le faire nourrir dans son lit, lui laver dans son lit, c'est très mauvais. Il faut, s'il ne marche plus, carrément, il faut les mettre dans une chaise, laisser l'assistant circuler, si on peut employer ce mot, avec la chaise, et si c'est une femme, la ramener dans la cuisine, même si elle ne parle plus comme avant, l'impliquer, lui dire, voilà, ça c'est une carotte, ça c'est une pomme de terre, vous savez ce qu'on va faire à manger, on va faire une soupe, est-ce que vous préférez autre chose, est-ce que vous vous rappelez de ça, est-ce que vous... Et ces choses-là... Elles se sentent valorisées, cette personne, mieux que de les mettre de parce que les mettre dans leur lit, dans leur chambre, c'est leur dire qu'on attend la mort. Et ça fait très peur, tout ça. Au fond de ces personnes âgées, ça les tue. Ils ne savent pas l'exprimer. Mais si, ce qui est... Je ne sais pas si Madame, elle pourrait nous expliquer pourquoi ces malades, ils sont plus à l'aise avec des étrangers qu'avec leurs enfants. Par exemple, moi, je vais toujours vers mes malades. Quand je commence à leur parler, leurs enfants, ils ne comprennent rien. Ils disent, et pourtant, on leur a posé les mêmes questions, ils ne disent rien. Ils ne répondent pas. Je leur dis, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes brusque avec eux. Parce qu'ils ont besoin... Une personne âgée, elle a besoin d'affection. Il faut les toucher, les câlins. Il faut les s'intéresser à eux, à ces personnes. Leur montrer, leur dire je t'aime. Ce je t'aime, il est très important. Très important. Justement, ce genre de pathologie, on a connu Madame Rima Bouyakoub. Je rappelle, vous êtes ergothérapeute au niveau de l'hôpital de Derit Houssine. Vous avez côtoyé ces personnes âgées qui souffrent de plusieurs pathologies. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Avant, je voudrais revenir sur un point très important à expliquer. C'est la différence entre ce qui est vieillissement normal, dit normal, et vieillissement pathologique. Parce qu'on est vraiment en train de faire un travail de sensibilisation. Il faut que la famille soit attentive au moindre changement de la personne âgée et consulter le plus rapidement possible pour pouvoir intervenir de manière tout de suite, sans laisser qu'il y ait une dégradation de la santé et de l'autonomie de la personne. Donc un vieillissement normal est un processus lent et naturel, des changements physiologiques comme l'apparition des rides, les cheveux gris, perte de masse musculaire, quelques oublis, des difficultés à se concentrer, mais qui n'affectent pas le quotidien de la personne. La personne préserve son autonomie, que ce soit dans les déplacements, les soins personnels, l'habillage, etc. Par contre, dans le cas du vieillissement pathologique, là, c'est un processus qui est accéléré et brutal. Il y a ce changement qui va à la fois toucher le côté physique et aussi le côté cognitif. Et si ça concerne généralement les maladies neurodégénératives, là où il y a une dégénérescence des cellules nerveuses, telles que la maladie d'Alzheimer. Donc les premiers signes doivent nous alerter. Il ne faut pas se dire, ah, bien sûr, il vieillit, il a tendance à oublier des choses, il a tendance à se perdre, il a tendance à être désorienté, etc. Mais non, il faut être alerte. On ne prend pas au sérieux, en fait, ce genre de signaux. Donc, le premier stade est très important parce que ça commence toujours par des oublis minimes. Là où j'ai déposé mes clés, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai fait ma prière, je sors de la mosquée, par exemple, et je ne retrouve plus quelle direction prendre pour entrer chez moi, etc. Donc la personne peut déjà nous lancer des signaux comme ça qui vont nous interpeller autant que membres de la famille, accompagnateurs, etc. Et consulter. L'idéal, ce serait avant l'âge de 65 ans. Donc on dit à partir de 65 ans, le risque est plus élevé. Mais on peut avoir des signes qui nous alertent avant 65 ans. Après, il y a tous les risques liés au tabagisme, l'alcool, l'obésité, la sédentarité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2. Tout ça, c'est des facteurs favorisants, même l'aspect génétique, etc. Donc, il faut être alerte à tout ça. Donc, consulter le plus rapidement possible. Maintenant, si le diagnostic est fait, et ça tombe, c'est l'Alzheimer par exemple. Là, les accompagnateurs vont l'amener chez le docteur qui va prescrire des médicaments ou pas, qui va évaluer sa situation, etc. Et il faut aussi signaler que la prise en charge, elle est pluridisciplinaire.
Donc, on a besoin de plusieurs intervenants pour un peu porter cette personne qui est en souffrance. Notre travail consiste aussi à faire une psychoéducation pour les accompagnateurs. Justement. Donc, faire comprendre la maladie déjà pour que les membres de la famille ne vont pas se dire il fait semblant. Ben non, on le connaît, il est feignant, non, il ne veut pas se réveiller, etc. Il faut vraiment leur faire comprendre que c'est le tableau de tous les symptômes qui va avec cette maladie. Donc, éviter déjà, en tant que professionnel, on dit qu'il faut toujours préserver la dignité de la personne. Donc, éviter déjà de le mettre en situation d'échec, de lui dire, par exemple, ben, tu connais rien, tu as tout oublié, souviens-toi, je te l'ai déjà dit. C'est ce qu'elle a dit, Madame Lafira, tout à l'heure. Etc. Oui. Ça va mettre tout de suite la personne en situation d'échec. Elle va se replier sur elle-même. Elle n'aura pas envie de communiquer avec les membres de sa famille. Oui. Et là où je rebondis sur ce que vient de dire Madame Lafira, c'est que quand un étranger vient, il n'a pas de jugement encore, il ne porte pas de jugement, il ne le connaît pas. Donc, possible qu'il va se livrer facilement s'il y a cette bienveillance, etc. Parce que déjà dans son entourage, il a vécu des situations, on lui dit, ben, l'essentiel que tu sois dans ton coin, tu manges, tu dors bien, etc. On parlait cet après-midi justement de personnes âgées, de comment bien les accompagner avec nos invités, Madame Lafira, auxiliaire de vie, et Madame Rima Bouyakoub, qui est ergothérapeute au CHU, de Drid Hussein. Voilà, donc on parlait justement des cas que vous accompagnez au niveau de l'hôpital de Drid Hussein, Madame Bouyakoub. Ben oui, donc comme je l'ai déjà dit, l'intervention elle est pluridisciplinaire. Donc, mais ce qui est important surtout dans cette maladie, on va dire, de la vieillesse pathologique, donc c'est de faire une psychoéducation pour les accompagnants, pour qu'ils font pas des choses, après les regretter, après ils reviennent et font qu'aggraver les choses, on va dire, avec la personne qui est déjà en souffrance. Donc cette forme de psychoéducation va être des renseignements sur la maladie, comment se comporter, quelle est l'attitude à adopter face à une personne qui en souffre. Donc le pas la mettre en situation d'échec, au contraire, préserver sa dignité le maximum possible dans les différentes activités de la vie courante, la faire participer pour la prise de repas, pour l'habillage, pour les soins personnels, pour les déplacements, etc. Si on prend par exemple, pour que on comprend qu'est-ce que je veux dire, c'est par exemple pour l'habillage, lui demander qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui, tenue sportive, un jean, etc. Voilà, l'impliquer. Ne pas aller d'emblée vers c'est moi qui vais l'habiller aujourd'hui. Non, il faut lui demander est-ce qu'il a envie de... Sous forme d'ordre. Voilà, donc s'il peut mettre le haut et l'aider pour le bas, c'est tant mieux. S'il peut mettre ses chaussures tout seul, c'est tant mieux. Il faut valoriser, l'encourager à faire seul. Aussi, un point très important pour l'incontinence, le début de l'incontinence, ne pas aller d'emblée vers la mise de protection, les couches, etc. Non, il faut instaurer des rituels, par exemple le passage aux toilettes, après les repas, avant d'aller dormir, etc., pour que la personne se sente qu'elle est encore capable de faire des choses, elle est encore autonome, etc., et laisser la protection quand c'est nécessaire, bien sûr, par exemple la nuit. Après, il faut faire une intervention pour justement analyser l'environnement de vie de cette personne. Donc, ce qui prime, c'est sa sécurité avant tout. Donc, si l'environnement n'est pas sécurisé, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Donc, par exemple, arranger l'espace de vie de manière qu'il ne soit pas très encombrant. Enlever s'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de décorations, beaucoup de meubles qui dérangent un peu la marche, etc. Surtout s'il y a... On ne prend pas en considération ce genre de détails, voilà, c'est très important. Dans le cadre de la prévention des chutes à domicile, etc. Ne pas mettre des tapis ou bien mettre des tapis antidérapants, etc. La lumière, c'est très important. Aussi, faire des contrôles, des révisions pour les personnes qui portent des lunettes, porter des chaussures adaptées également et avec semelles antidérapantes dans la mesure du possible, installer des barres d'appui dans les salles de bain, dans les toilettes, etc. Donc tout ça, c'est des aménagements avec des aides techniques qui peuvent un peu améliorer la qualité de la vie de la personne à domicile, permettre à la personne de rester autonome, de préserver son autonomie le maximum possible, mais aussi soulager son entourage, ne
pas être tout le temps en train de surveiller, etc. Et qui partagent un peu les tâches, etc. Justement, on revient sur ce point qui est très important, Madame Rafiqa, de préserver la dignité des personnes âgées, leur histoire, leur identité. Elle est primordiale. C'est ça. C'est ça. Et c'est le but justement de ces accompagnateurs qui... Justement, nous insistons beaucoup pendant la formation. On fait aussi des ateliers pour discuter. On ramène des psys, des neurologues, des médecins généralistes, des psychologues et nous-mêmes qui sont carrément dans le bain. On connaît très très bien toutes sortes de maladies de vieillesse, pas automatiquement l'Alzheimer. Donc, la dignité du malade, vous savez, un malade, même si vous jugez qu'il ne sait plus rien, qu'il ne comprend plus rien, au moment de lui changer, par exemple, les couches, je vais le dire comme ça pour que tout le monde puisse comprendre, il ne faut jamais, jamais et jamais, je le dis 3 fois, mettre le patient, le papa ou la maman, ou même le client, si l'AVS est face à son client, qu'elle le mette nu. Ça, c'est toucher à la dignité. Parce que à la seconde où on commence à toucher les parties intimes des personnes âgées, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais ils savent que c'est pas bien. Dans leur tête, ils se disent pourquoi on me touche, pourquoi ils deviennent agressifs même. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre pendant la formation pour faire tout ce travail dans la dignité totale. Justement. Pour bien prendre en charge justement ces personnes. Et d'ailleurs, donc Rafiqati, d'où le nom justement de bien accompagner ces seniors. Qui est inspiré de votre prénom justement. C'est Rafiqa qui a fait Rafiqati. Donc c'est par amour aux personnes âgées, comme on en a discuté tout à l'heure dans les coulisses. Il y a des personnes qui adorent les enfants, qui les aiment, qui acceptent leurs bêtises, qui en rient même. Pourquoi on ne fait pas autant avec les personnes âgées? Parce que nous devons savoir tous qu'une fois qu'on prend de l'âge, on devient enfant aussi. Donc, comportez-vous comme elle vient de le dire, madame. Par exemple, dans les chambres, évitez les choses glissantes, enlevez les décors qui ne servent à rien. Il peut, par exemple, un malade, on en a beaucoup eu de ce genre de problème, un moment où il est énervé, où il fait sa crise de panique, parce qu'ils sont appelés à faire beaucoup de crises de panique, les personnes âgées, je dis bien les personnes âgées. À ce moment-là, il peut vous frapper avec n'importe quel objet qui sera à côté de lui. Donc, il faut éviter tout cela. La chambre, et il y a aussi un détail, il y a certaines familles qui s'empressent d'aller chercher les lits médicalisés pour leurs parents. Vous savez que les personnes âgées, quand ils voient le lit médicalisé, ça leur fait très peur. Et ils ne le montrent pas, mais c'est comme si ils se sentent à l'hôpital. Donc, essayez de garder un environnement sain, d'accord? Hospitalisation à domicile, comme nous l'appelons, garder son lit. Le lit médicalisé, il faut bien préciser qu'il est préconisé pour les personnes en fin de vie. D'accord? Les personnes qui sont en fin de vie, ils ont besoin de lits médicalisés pour faciliter leur prise en charge corporelle. D'accord? Aussi, j'aimerais bien, si vous permettez, j'aimerais mettre l'accent sur la formation. D'accord? Il faut valoriser l'emploi de garde-malade. Nous, on dit garde-malade en Algérie, mais ça s'appelle aidant. C'est un aidant social, c'est un AVS. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre un auxiliaire de vie et un garde-malade. Un garde-malade, il est appelé à garder un malade, rester à côté de lui parce qu'il ne bouge plus, parce qu'il n'a plus besoin de rien, juste d'assistance très proche. Justement, c'est ça la différence, et c'est l'auxiliaire de vie qui doit accompagner le malade. Il est appelé à prendre les douches, à préparer le repas, à nettoyer l'environnement du malade, etc. Donc, pour cette raison, moi j'aimerais bien qu'on soit aidé par l'État, c'est-à-dire nous avons besoin juste d'autorisation, d'accord, qu'on nous autorise à former d'une manière professionnelle avec des diplômes, des gens qui aiment ce travail
et qui peuvent le faire et qui doivent le faire d'une façon non informelle, d'accord? Ça commence à se démocratiser, pardon Madame Alafiqa, au niveau des hôpitaux. Ben, oui, c'est vrai qu'il y a des consultations, mais la prise en charge proprement dite, malheureusement, il n'y a pas encore de centre spécialisé en gériatrie, donc on tend vers ça, Inch'Allah. Mais voilà, mais déjà si on arrive à sensibiliser les membres de la famille, leur expliquer comment ils doivent se comporter, quels sont les outils pratiques qu'ils peuvent mettre en place et tout ça, c'est déjà 50% de la prise en charge. Donc il faut aussi, en général, les personnes, l'entourage nous rapporte, mon père ou ma mère, donc elle mange bien, elle dort bien, elle est tranquille, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la notion de plaisir, de profil occupationnel, ce que la personne aime faire, retrouver les moindres choses qu'elle faisait avant, telles que par exemple le crochet, si elle est portée sur ça, la pêche, le jardinage, c'est aussi une activité qui est vraiment plaisante pour beaucoup. Choisir des activités comme ça, simples à réaliser, qui se font en 3 étapes, par exemple creuser, planter et arroser, c'est facile à retenir. Et c'est aussi une stimulation sur le plan moteur, physique, et une stimulation cognitive, parce qu'elle va par exemple retrouver le nom de la plante ou de l'arbre, la saison, quelle saison on est, etc. Et aussi une stimulation sur le plan sensoriel, parce qu'elle va sentir des odeurs, elle va écouter par exemple le bruit des oiseaux, etc. Toute cette stimulation est très importante, que ce soit sur le plan physique, cognitif, intellectuel ou bien sensoriel, qui permettent à la personne encore de préserver ce qui reste comme cellules nerveuses intactes, comme neurones intacts. Par contre, l'isolement, le mettre de côté et subvenir aux besoins primaires, ça ne va pas l'aider et ça va s'aggraver parce que la personne va se retrouver déjà en isolement, elle va peut-être nous faire aussi des dépressions, etc. Donc, il faut vraiment renforcer le maximum de participation occupationnelle dans les activités de la vie quotidienne et faire en sorte que la personne garde son autonomie et aussi elle aura le sentiment d'autosatisfaction. Comment, justement, les aidants, comment peut-on les soutenir? Ils rencontrent des difficultés aujourd'hui? Oui, ils rencontrent des difficultés dans le sens où les familles ne font pas... c'est-à-dire, une fois qu'on met une assistance à leurs parents, ils mélangent tout. Ils vont demander à l'assistante de faire le ménage, de monter faire la terrasse, les escaliers. Et ça embête beaucoup, notre travail. D'accord? Il faut appeler chat par chat. Elle est là pour le malade. C'est vrai, l'auxiliaire de vie doit nettoyer la chambre, tout l'espace du malade, y compris la salle de bain, si elle prépare à manger, elle fait sa vaisselle, la cuisine, mais il ne faut pas demander plus que ça. Nous rencontrons beaucoup ce genre de problème. C'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de valoriser l'emploi, lui donner sa valeur. Ce que je voulais dire, Madame Alafiqa, c'est les aidants, les personnes qui prennent en charge un membre de leur famille. Comment peut-on les accompagner, notamment sur le plan psychologique? Sur le plan psychologique, il ne faut pas que les aidants de leurs propres parents mettent de côté leur vie. Il y en a beaucoup. Il y a des filles qui ne partent plus chez elles, qu'elles négligent son mari, son papa. Ils sont isolés socialement. Oui, et elles croient, c'est sa façon d'aimer sa maman ou son papa. Mais en réalité, non, la vie doit continuer. Il y a certains esprits, c'est par éducation, nous sommes éduqués à prendre soin de nos parents, quelles que soient les circonstances et les situations. Mais non, ce n'est pas le fait de ramener un AVS qu'on abandonne. Au contraire, ça veut dire qu'on aime ses parents. On met un professionnel avec ses parents, on continue à vivre et on continue à venir voir ses parents constamment. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a le téléphone, il y a la vidéo, il y a les caméras dans les maisons où nous travaillons. Donc, des gens de l'étranger, ils sont contents de pouvoir voir leur famille par vidéo. Là, comment on fait, par exemple, si vous êtes loin? On en a beaucoup des clients qui sont loin, leurs parents sont ici.
l'auxiliaire de vie, quand elle met le petit déjeuner, elle prend des photos. À midi, elle prend des photos. Le soir, elle prend des photos et elle envoie aux enfants et à l'entreprise. C'est-à-dire déjà, c'est rassurant de voir sa maman, ce qu'elle a mangé, son papa, ce qu'il a mangé, son traitement. S'il y a des rendez-vous aussi, on s'occupe aussi des rendez-vous. Aujourd'hui, on va très très loin dans notre concept. On vient de nouer une très grande relation avec une petite entreprise qui vient de naître. Je leur souhaite beaucoup de courage, une très bonne continuation. Nous sous-traitons avec eux parce que nous ne sommes pas des médecins. Donc, ils ont tous les spécialistes et ça fait plaisir. Bien sûr. Ça complète notre travail et ces spécialistes, ils peuvent venir à domicile sans pour autant transporter le malade, surtout quand ils sont intransportables des fois. Donc, ils sont là, ils viennent, ils font leurs consultations, ils font les soins nécessaires, etc. Sans pour autant, à tout moment, prendre les personnes âgées aux urgences, ça ne sert à rien. Très bien. Justement, comment peut-on soutenir ces aidants, Madame Rima? Oui, donc déjà, il faut qu'ils accompagnent leurs parents en consultation pour pouvoir bénéficier des conseils des professionnels en réadaptation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut mieux une intervention de qualité que de quantité. Donc, avoir 10 personnes autour et ne pas avoir cette communication, cette bienveillance, etc., ça ne sert à rien. Donc, il faut miser sur, par exemple, 2 ou 3 personnes de son entourage qui ont cette patience, justement, d'accompagner cette personne et qui ne vont pas le faire vraiment à contre-cœur ou bien qui vont en souffrir et qui va se voir, on va dire. Donc, aussi répartition des tâches, par exemple avoir des pauses, faire des pauses et une autre personne va prendre le relais, c'est important, ce qui va permettre à la première personne voilà, d'être plus soulagée, de sortir, de gérer ses responsabilités à côté. Donc c'est la répartition des tâches sur la journée, etc. Pour soulager au mieux les aidants, mais c'est pas facile, ça reste vraiment quand même très lourd à porter seul, donc c'est pour ça qu'il faut aussi des sociétés comme Madame Lafiqa. Donc il faut vraiment, oui, je pense qu'il est temps d'aller vers la formation des auxiliaires de vie de plus en plus. Très bien. Ben, je vous remercie. C'était un débat très très riche. Vous nous avez bien apporté des éclaircissements par rapport à ce sujet, la gériatrie. Je rappelle, Madame Lafiqa, vous êtes gérante de l'entreprise Lafiqati. Voilà. Et Madame Rima Bouyakoub, vous êtes ergothérapeute au niveau de l'hôpital de Delit Houssine. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Merci beaucoup à vous. On vous laisse apprécier cette chanson de Nedia Guerfi. On revient juste après. مرسولة من عنده العالية جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا أوصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تركان علينا الكرطوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا الرجال تموت بلا شي فينا والسمحي لي هالحنينا والسمحي لي هالأمي ما والطيارة هاللي بكت في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكت قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينة اسمحي لي فالجي هدي اسمح البابا ولدي مرسولة من عند العلي والسمح
والسمحي لي هالأمي ما يلي جات من التل قالوا لي الوراث تسركل سولوا لي وعلى العرش الكل سوى الكبير على ماليا ما تبكيش يا عيني يا ما تبكيش على ابن الشهيد وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحق الرومي وتسمحي لي هالأمي ما داير عمامة الرفال على كتفيا لا جمال على عينيا وسالوا لي على يما وبابا والفراق بيناتنا نبا وقولوا لهم تبقى وبسلامة نموت نموت على وطنيا والسمحي لي Une belle chanson, une belle voix de notre artiste Nadia Guerfi. On parlait justement de mémoire au début de cette émission. On avait annoncé une invitée assez particulière qui accompagne notre chroniqueuse Anissa Houssine. Bonjour Anissa. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, très bien. Alhamdoulilah. Contente de voir. Ben, réciproquement. Voilà. Réciproquement. Ben, écoutez, vous venez aujourd'hui accompagnée d'une personne, une chercheuse au ministère de Moudjahidine. Je dis ça et je ne dis plus rien. Voilà. Alors, j'ai l'honneur de recevoir Madame Tebti Salima. Bonsoir et bienvenue avec nous sur l'émission Au fil du jour. Et le choix de la musique a été magnifique parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la première femme martyre, Cheib Djael, qui est tombée dans la nuit du 18 au 19 novembre et j'ai l'honneur de vous recevoir, vous qui vous êtes chercheur dans l'histoire et aussi vous êtes une des conseillères au niveau du ministère des Moudjahidines et aussi ancienne directrice des musées des Moudjahidines. Vous allez parler sur la première femme martyre qui est tombée la nuit du 18 au 19 décembre. Alors qu'est-ce que représente Madame Cheib Djael? Oui, bonjour, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette invitation. Bon, c'est ma deuxième invitation ce mois de novembre à Canal Algérie. Donc, c'est une preuve que vous avez cette approche de mémoire et je vous remercie encore une fois. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et parlant de Cheib Djael, d'ailleurs, moi, en m'invitant, j'étais surprise par le choix de sujet. Moi, j'étais contente. J'étais très contente parce que c'était la nuit, la journée du 18. Ça tombait avec l'anniversaire de la première femme martyre. Cela fait 71 ans, justement. Oui, exactement. Et la nuit du 18 au 19 également. 54-2025. Et on est toujours dans cette ambiance du 1er novembre, de ce mois sacré, et le déclenchement de la glorieuse révolution, donc toujours dans cette ambiance. Quand je vous ai dit, j'étais surprise parce que Cheib Djael, c'est la première femme martyre. C'est la première femme martyre et qu'on n'en parle pas. Malheureusement, on n'en parle pas. Mais on est là et vous êtes là. Oui, d'accord, on va essayer, même que c'est un peu court, mais d'en parler un peu. Et c'est une première femme, shahida, martyre, tombée au champ d'honneur. Vous pensez, elle a bien parlé tout à l'heure, le 18 novembre, donc on est
à moins de 20 jours de déclenchement de la glorieuse révolution de l'indépendance, de la glorieuse révolution du 1er novembre. Donc Cheib Zaïr, c'est une jeune fille, peut-être même adolescente, elle avait à peine 16 ans. Elle est née, la photo. Voilà, elle est née le 1938, le 6 février 1938 à Guelma. Et c'est une femme, si je peux dire, cette jeune fille, elle a été élevée dans une ambiance de révolution. Son père était parmi les premiers moudjahidines, qui étaient complètement engagé à la révolution. Il était un ancien militant auprès du PPA, ensuite parmi les premiers moudjahidines de la révolution. Ça veut dire elle a vraiment vécu dans ça. Oui, elle était vraiment dans l'ambiance de cette révolution. Et elle habitait une ferme. Cette ferme, il y avait beaucoup de moudjahidines qui se rendaient à cette ferme pour la préparation. Là, on est à la première quinzaine, si je peux dire, de la révolution. Donc cette révolution, cette femme, cette shahida, elle a participé à la préparation déjà de cette révolution. Donc elle voyait ses ans venir chez elle, son père, elle voyait ce mouvement qui n'était pas normal. Donc elle a pensé qu'il y a une chose qui se préparait, et cette chose c'était la révolution. Et Cheib Zaïr a participé à cette préparation. Vous savez, le déclenchement du 1er novembre n'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire il y avait toute une préparation au niveau de logistique, etc. Donc elle était là, complètement dévouée, engagée avec son père. Un investissement de corps et de âme. Tout à fait, tout à fait. Elle recevait les gens qui venaient chez elle avec son père. Elle préparait de quoi manger. Elle préparait avec son père cette révolution. Et Cheib Zaïr a même transporté des armes de Tbissa à Guelma, à Souqahras. Donc il y avait toute une préparation au niveau de logistique, et c'était cette jeune fille qui a préparé cette révolution. Cheib Zaïr aussi, c'est une jeune fille très 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 engagée. C'est-à-dire, elle, d'ailleurs, moi j'ai eu des témoignages avec des gens qui connaissaient la région de Guelma. Région de Guelma. Il disait que quand son père recevait les moudjahidines à la maison, et bon, vous savez, il y avait le facteur clandestinité de la révolution. Donc on ne disait pas ce qui s'est passé. Il y avait une préparation, il y avait quelque chose, mais elle a obligé son père à lui dire qu'est-ce qui se passe. Et là, elle était carrément engagée à la révolution et à la préparation de 1er novembre 1954. Pourquoi elle est considérée comme la première femme martyre? Qu'est-ce qui s'est passé, et surtout qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 18 au 19 novembre à Guelma? Oui, la première femme martyre, il y avait une réunion. Bon, il faut signaler qu'elle était militante avec un grand shahid, c'est Bedji Mokhtar. Alors il a organisé une réunion dans une ferme à Guelma, et pour toujours préparer les opérations, parce que là on est dans l'ambiance du 1er novembre, à 20 jours du 1er novembre, pour préparer d'autres opérations militaires. Et Cheib Zaïr, il était dans cette ferme en train d'assurer, bon, vous voyez, les femmes assuraient la surveillance, elles assuraient la nourriture, c'est-à-dire elle avait ce rôle en particulier. Et la ferme a été encerclée, et ils étaient obligés, les militants qui étaient à la ferme, de rentrer dans un accrochage avec les forces françaises, et Cheib Zaïr était dans cette ferme avec Bedji Mokhtar. Et même lorsqu'il y a eu l'accrochage, il y avait beaucoup de blessés. Parmi les blessés, d'abord Bedji Mokhtar, elle faisait l'infirmière, c'est-à-dire elle a refusé de sortir.
Elle était là. Oui, elle était là. Et là, elle me fait rappeler, par exemple, d'autres shahidettes, telles que Bouatoura Mriem, la même chose. Elle a refusé de sortir de la maison en soignant toujours les blessés et elle est tombée en martyr. Même chose pour Shaib Dzaïr. Quand je dis Shaib Dzaïr, je dis du jeune Algérien à peine 17 ans à 16 ans. Justement, cette conscience, madame, tout à fait. Cette conscience malgré le jeune âge de ces moudjahidines, justement, et moudjahidettes, alors à cette époque de l'Algérie, ils étaient conscients, ils avaient une lourde responsabilité, justement. Elle a refusé de sortir, elle a cet amour de la patrie qui leur a poussé, enfin, qui les a poussés, justement. Oui, tout à fait. Elle a refusé de sortir et elle a continué à soigner les blessés, entre autres Bedji Mokhtar. Et bon, elle est tombée en martyr ce jour-là dans cet accrochage avec Bedji Mokhtar. Là, je fais un crochet, c'est-à-dire sur Bedji Mokhtar. C'est un shahid, c'est un militant, membre des 22 historiques. Donc lui-même a participé au déclenchement du 1er novembre, à la préparation du 1er novembre. Donc, elle est tombée en martyr. Là, je voudrais signaler une chose, le prénom de Shaib Dzaïr. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, oui, peut-être un prénom très rare. Et son père, c'est quelqu'un d'un militant, quelqu'un qui aime beaucoup la patrie. Il a donné le nom de Dzaïr pour sa fille qui est... Vous savez que l'Algérie, c'était Dzaïr. Le mot Algérie, c'est entre parenthèses colonial. C'est la France qui a donné l'Algérie à Dzaïr. L'Algérie, c'est Dzaïr. Donc, déjà, son nom porte beaucoup de choses. Et elle apporte l'Algérie dans son cœur. Exactement. Donc, Shaib Dzaïr, avec son nom, avec son histoire, son engagement, son très jeune âge, c'est un symbole de femme algérienne. Le fait que vous êtes Madame Tabet, chercheuse dans l'histoire et surtout vous êtes représentante au niveau du ministère des Moudjahidines, quel est le rôle des femmes martyres? Vous portez quel rôle aux femmes martyres? Le rôle de la femme en général. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Une fois, j'étais avec une moudjahida. Je posais la même question. Ça fait des années. Un peu de temps, là, je ne comprenais pas. La première tâche qu'elle m'a donnée, elle m'a dit... ça lui suffisait de gérer la famille en pleine guerre. Moi, je dis, c'est un rôle, ça, de gérer une famille. Et bien, par la suite, elle m'a expliqué, et j'ai compris que c'est un très grand rôle. Gérer une famille en guerre, c'est gérer des enfants qui ont faim, de gérer un mari au maquis, de gérer... Tu te réveilles le matin, tu ne te trouves pas un habit pour tes enfants, de quoi manger, c'est-à-dire un avenir quand même assez difficile. Et gérer toute une famille. Il y avait même des moudjahidines, elle était obligée de les recevoir, à les préparer à manger. Donc ce rôle de pilier, si je peux me permettre de dire, c'est un rôle de pilier pour la Révolution. Donc, elle était là, elle était infirmière, elle était une femme de foyer, elle était aussi, elle a pris des armes, elle les cachait carrément à l'armée nationale, c'est-à-dire c'était une vraie militante. Elle était maman, elle était enseignante, c'est-à-dire on l'a trouvée, si vous voulez, partout. Elle a fait même un rôle c'est-à-dire elle transportait les messages, elle faisait même la surveillance. Dès qu'il y a une réunion, on trouve les femmes qui surveillaient l'endroit où se tenait la réunion. Donc moi je dirais toujours c'était un pilier, c'est-à-dire c'était là. La femme algérienne a toujours été courageuse jusqu'à présent. Elle était courageuse et elle a subi beaucoup de choses. Vous voyez, quand il y a un mari qui tombe martyr, les forces françaises, on le jette carrément à la maison. Elle se retrouve le lendemain sans mari, sans ressources, sans rien du tout. Les enfants aussi, elle est obligée de les gérer. Donc c'est pour ça, on dit que... Et elle encourageait,
le mari à prendre le maquis, les enfants aussi à prendre les maquis. Donc, quand même... C'est une très grande responsabilité d'être une mère, une moudjahidette. C'est pour ça qu'on parle de courage, Anissa. Oui. Alors, c'est pour ça que je viens par rapport à ce sujet-là aussi. Pourquoi il y a certaines moudjahidettes, malheureusement, qui sont restées inconnues? Pourquoi? Oui, dans le cas de Chahib Zahir, c'était première moudjahida, elle est morte très jeune, début de la Révolution. Oui, en 1954. Oui, donc là, quelques moudjahidines et quelques moudjahidettes, malheureusement, elles ne sont pas, parce qu'ils sont morts très jeunes. Et il y avait, je disais tout à l'heure, le côté clandestinité de la Révolution. Oui. Il y a des noms, on connaît le nom, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne connaît pas, parce qu'eux-mêmes ne disaient pas, ne disaient rien pour garder cette révolution. Je me rappelle, pardonnez-moi de vous couper la parole, je pense que Ouza Hasna va être d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens martyrs, qui ont fait, des martyrs ou des moudjahidines qui ont fait la guerre, quand on leur dit pourquoi vous ne dites pas non, j'ai fait ça entre moi et mon bon Dieu, c'est pour mon pays. Voilà, c'est ça. Et peut-être faute d'écriture, faute de recherche aussi. Il y a des gens, on aime toujours écrire sur une personne connue. C'est-à-dire il y a une facilité quand même de faire une recherche et d'écrire sur des personnes. Elle n'est pas aussi méconnue que ça. Elle porte donc son nom. La librairie centrale à Alger porte le nom de Chahib Zahir, justement. Bien sûr, de Chahib Zahir. Et ça, bon, on parlait tout à l'heure de quand même le début de la Révolution. C'est difficile de parler les premiers martyrs de début de la Révolution. On est à peine à 20 jours de déclenchement de même pas. Puisqu'elle est décédée le 18, donc à peu près un peu plus de 2 semaines. 2 semaines. Oui, 2 semaines. Existe-t-il des archives sur les femmes? Les archives sont tombées, oui. Bien sûr. Les archives, Moi, cette question est très importante pour moi, surtout pour la nouvelle génération qui nous écoute ou qui nous voit dans la télé. C'est très important pour la nouvelle génération qui connaissent la vraie histoire de notre pays, l'Algérie, qu'on aime tous, et surtout avoir les vraies informations. Je pense que vous avez un site à votre niveau, au niveau du ministère des Moudjahidines. On a un site officiel. Oui. C'est un site qu'on a recueilli toutes les informations possibles. D'accord. Et le site a été fait soigneusement par des chercheurs, par des académiciens, c'est-à-dire vous avez toujours l'information juste et fiable. Voilà. Et aussi, je voudrais signaler aussi le centre de recherche, parce que le ministère de Moudjahidine, il a des institutions sous tutelle, telles que le Musée national du Moudjahid et le Maqam Shahid et les centres de recherche qui est à Albière. Le centre de recherche, il a des professeurs et des gens, c'est-à-dire qui traitent tous les sujets à caractère historique d'une façon académique et juste. Donc, vous avez l'information très fiable. Plus je voudrais aussi, je vous demande pardon pour ne pas oublier le témoignage vivant. Oui. Moi, ce que j'ai connu sur la personnalité de Chahib Zahir, c'est dans les témoignages. Le ministère des Moudjahidines donne une très grande importance sur le recueillement des témoignages vivants des moudjahidines, d'autres moudjahidines. Vous trouvez les gens de la région parlent de Chahib Zahir, de son père, de sa famille. Donc ça, c'est un trésor. C'est un trésor que le ministère des Moudjahidines, maintenant, on a lancé la numérisation de ces... Je voulais en revenir, venir à ce point, parce que cette nouvelle génération, justement, elle est très connectée. Donc, pour faire vivre cette mémoire, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, et ils peuvent justement, cette nouvelle génération, connaître son histoire, l'histoire de son pays à travers Internet. Et c'est ça l'objectif, et c'est ça le défi que le ministère des Moudjahidines lance, c'est de rapprocher cette mémoire à cette génération future qu'on est en train de travailler. Et on a ces témoignages numérisés, on a le musée aussi dans une modernisation qu'on est en train de faire, parce que le musée aussi, il a un très 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 grand rôle dans le... Primordial. Oui, primordial dans la mémoire. Vous voyez un musée, si quelqu'un vient, il voit la photo
photos de Cheikh Zayed avec sa biographie, c'est ancré, c'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon, il a cette Cheikh Zayed. D'ailleurs, même dans nos musées maintenant, on passe à la numérisation. Ils ont les écrans tactiles, ils ont les informations. Tout ça, c'est dans le cadre de cette préservation de mémoire. Merci beaucoup, Madame Tebet. Oui, malheureusement, on n'a plus le temps. Oui, on n'a plus le temps. J'aurais aimé juste qu'elle parle du livre. C'est déjà la fin de cette émission, Anissa. Merci pour le choix du sujet, Anissa. Franchement, j'étais très contente d'avoir parlé de la martyre, Allah yarhamha, Cheikh Zayed, et surtout d'avoir reçu Madame Tebet. Merci. Malheureusement, peut-être qu'on aura une autre occasion pour en parler plus. Oui, il y aura certainement d'autres occasions pour recevoir Madame Tebet Selima. Je rappelle, vous êtes donc chercheuse au ministère des Moudjahidines. Anissa, merci. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Et Allah yarham tous nos martyrs. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. Restez branchés avec les programmes de Canal Algérie. Au revoir, à demain. والطيارة اللي بكت في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكت